Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui mériterait sans doute plus d'attention, la dyscalculie. Oui, bonjour, effectivement, on entend beaucoup parler de dyslexie, mais la dyscalculie, ce trouble spécifique lié aux chiffres, aux nombres. C'est ça. Et pourtant, les chiffres qu'on a indiquent que ça touche quand même entre 3 et 6% des enfants. C'est pas rien du tout. Absolument pas négligeable, non. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça. Qu'est-ce que c'est exactement ? Comment ça se voit ? Et puis, surtout, comment accompagner au mieux les enfants ou même les adultes concernés. Tout à fait. Alors, pour commencer par la base, la définition. La dyscalculie, c'est important de le dire d'emblée, c'est une difficulté qui est spécifique, durable et d'origine neurodéveloppementale. D'accord. Neurodéveloppemental, ça veut dire que ça vient du cerveau, de son développement, hein ? C'est ça, ça concerne l'apprentissage des nombres, du calcul, et, point crucial, ça n'a rien à voir avec un manque d'envie, un manque d'effort ou un manque d'intelligence, hein, surtout pas. C'est fondamental de le préciser ça, parce que j'imagine que les clichés ont la vie dure. Ah oui, énormément. C'est vraiment une manière différente pour le cerveau de traiter l'info numérique. D'accord. Donc, si on creuse un peu cette définition, ce n'est pas juste être mauvais en maths ou avoir une petite période difficile. Non, non, pas du tout. On parle bien d'un trouble spécifique des apprentissages, c'est reconnu, les documents le disent bien, ça affecte de façon durable la capacité à comprendre, à utiliser les nombres. Durable, donc ça ne passe pas tout seul avec le temps. L'ou-écrit, la mémoire des faits numériques, pensez aux tables de multiplication par exemple. Ah oui, le cauchemar de beaucoup. Voilà. Mais ça peut aussi toucher le sens même des quantités, ce qu'on appelle le sens du nombre. Estimer, comparer, des choses qui semblent évidentes pour certains. Et tout ça, ça ne s'explique pas par un manque de stimulation à la maison ou une déficience intellectuelle globale ? Exactement. La difficulté est vraiment spécifique aux maths, au domaine numérique. Et cette histoire d'origine neurodéveloppementale, concrètement, qu'est-ce que ça implique, d'après les infos qu'on a ? Les recherches qu'on a pu consulter, elles montrent des particularités dans le développement ou le fonctionnement de certaines zones du cerveau. Celles qui sont justement impliquées dans le traitement des nombres. De l'espace aussi parfois. L'espace, quel rapport avec les maths ? C'est très lié. Pensez à une ligne numérique, à la géométrie, à la visualisation des quantités. Tout ça, ça demande des compétences spatiales que le cerveau utilise pour les maths. D'accord, je vois. Donc ces différences, c'est pas un défaut du cerveau, hein. C'est juste une spécificité, une organisation un peu différente dans les circuits dédiés au nombre. C'est vraiment important de le marteler. Ce n'est la faute de personne, ni de l'enfant, ni des parents. Absolument. C'est crucial pour déculpabiliser tout le monde. D'ailleurs, un truc qui ressort souvent et qui est assez paradoxal, c'est qu'un enfant peut être super à l'aise dans d'autres domaines. Oui. Brillant en français, créatif, sportif. Et complètement bloqué, voire paniqué dès qu'il y a des chiffres. C'est ça qui est souvent déroutant pour les parents ou les profs, j'imagine. Exactement. C'est cette dissociation des compétences qui est un signe fort. Comment cet enfant, si vif par ailleurs, peut buter sur un calcul simple ou ne pas arriver à lire l'heure ? Oui, lire l'heure, ça revient souvent comme exemple. C'est un classique. Et cette incompréhension, parfois ça peut retarder le diagnostic et donc la mise en place d'une aide adaptée. Alors justement, parlons de ces incompréhensions. Elles nourrissent pas mal d'idées reçues, de mythes. On essaie de les démonter en se basant sur nos sources. Ah oui, avec plaisir. Parce qu'ils font vraiment du tort. Le premier, le plus courant, il est nul en maths, c'est tout. Ou elle n'a pas la bosse des maths. Ça, on l'entend partout. Mais voilà, et c'est tellement réducteur. Et culpabilisant. Non, on l'aurait dit. C'est un trouble spécifique. C'est pas une question de bosse qui manque. C'est un fonctionnement cérébral différent face au nombre. Point. D'accord. Autre mythe, waouh, ça va passer. Il faut attendre le déclic. Celui-là aussi, il est tenace. Mais les sources sont formelles. La dyscalculie, comme elle est neurodéveloppementale, elle ne disparaît pas comme par magie. Donc ça persiste à l'âge adulte. Oui, ça persiste. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Au contraire, on apprend à vivre avec, on développe des stratégies pour contourner les difficultés, on utilise des outils. Le fameux déclic, c'est une illusion en fait. Dans ce contexte, oui. Ce qui marche, c'est un accompagnement ciblé, patient, adapté. Pas l'attente passive d'un miracle. Et le troisième mythe, peut-être le plus douloureux. Il ne fait pas d'effort, s'il voulait vraiment, il y arriverait. Ah, celui-là. Il est terrible et tellement faux. Les infos qu'on a montrent tout le contraire. C'est-à-dire C'est-à-dire que ces enfants fournissent souvent des efforts colossaux.
bien plus que leurs camarades, pour essayer de suivre en maths. L'énergie qu'ils dépensent pour comprendre un truc simple ou retenir une table de multiplication, c'est énorme. Et malgré ça, les résultats ne suivent pas forcément. Voilà. Alors imaginez la fatigue, la frustration, le découragement. Les accusés de paresse, c'est vraiment passer à côté du problème. C'est une double peine en fait. D'accord. Donc si ce n'est pas un manque d'effort, quels sont les signes concrets au quotidien qui peuvent mettre la puce à l'oreille des parents, des enseignants? Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, il y a plusieurs choses qui reviennent souvent dans les descriptions. Une difficulté vraiment marquée et qui dure pour apprendre les bases, les tables d'addition, de multiplication, même après les avoir apprises et réapprises. Malgré la répétition, ça ne rentre pas. C'est ça. Il y a aussi souvent des erreurs en lisant ou en écrivant les nombres. Des inversions, genre 12 et 21. Des confusions entre chiffres qui se ressemblent, comme le 6 et le 9. Des difficultés à piger le système décimal. Les dizaines, les centaines, la valeur des chiffres selon leur position. Et puis, le fameux problème avec l'horloge à aiguille. Lire l'heure, c'est souvent une galère. Oui, ça semble être un marqueur assez fiable, d'après ce que vous dites. D'autres indices, peut-être moins évidents? Demandez à peu près combien de bonbons dans le bocal. La réponse peut être complètement à côté de la plaque. Ah oui. Ou la manipulation de l'argent. Compter la monnaie, rendre la monnaie, ça peut être très compliqué. Parfois aussi des soucis avec l'orientation spatiale, qui est liée aux maths, comme on disait. Se repérer sur une règle, comprendre un graphique simple. Même différencier la gauche et la droite, c'est mentionné. Oui, ça peut arriver. Et puis, il y a un aspect crucial, même s'il est moins visible, c'est l'anxiété. Une vraie peur des maths peut s'installer. La mathophobie. C'est un peu ça, oui. Des réactions de stress, de blocage, de refus total, rien qu'à l'idée de faire un exercice de calcul. Une de nos sources raconte l'histoire d'une petite fille qui pleurait systématiquement au moment des devoirs de maths. Oui, ce genre de témoignage est fréquent. Ce n'était pas un caprice, mais vraiment l'expression d'une angoisse profonde face à quelque chose qui lui semblait insurmontable. Exactement. Il y avait aussi cet exemple de Kevin, un garçon décrit comme très imaginatif qui disait « Les nombres dansent dans ma tête ». C'est une image forte pour exprimer cette confusion, non? Tout à fait. Ça montre bien le chaos que ça peut être à l'intérieur. Et ça illustre que la dyscalculie, ce n'est pas juste un problème technique, ça a des conséquences émotionnelles importantes. Justement, parlons-en de cet impact émotionnel. Qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant, d'après les infos recueillies? Les conséquences peuvent être assez lourdes et souvent sous-estimées. L'enfant qui échoue sans cesse en maths, alors que c'est une matière importante à l'école, il peut finir par se sentir bête, différent des autres. Ça attaque la confiance en soi, forcément. Et ça peut déborder. La motivation pour l'école en général peut diminuer. Il y a aussi l'anxiété de performance qui s'installe. La peur des notes, la peur d'être interrogé, la peur du regard des autres. Ça peut aller jusqu'au rejet complet de l'école. Parfois, oui. Un désinvestissement total pour se protéger, ou un évitement de tout ce qui ressemble de près ou de loin à des chiffres, même dans la vie quotidienne plus tard. Et j'imagine que si l'entourage, les parents, les profs, ne comprend pas bien et insiste sur le manque d'effort, ça doit être terrible. Ça ne fait qu'enfoncer l'enfant. Le sentiment de ne pas être compris, d'être jugé pour quelque chose qu'il ne contrôle pas, c'est dévastateur. D'où l'importance d'en parler, d'informer. Exactement. Pour changer le regard et pour adopter une attitude plus bienveillante et surtout plus efficace. Heureusement, il y a des pistes pour aider. Les sources donnent des conseils concrets. Côté parents, par exemple, que peut-on faire? Alors, plusieurs choses reviennent. D'abord, insister sur le concret, la manipulation. Utiliser des objets, des cubes, des jetons, un boulier, des réglettes, pour que l'enfant puisse voir les quantités, toucher les opérations. Rendre les maths moins abstraites, en somme. C'est ça. Le passage par le concret, c'est souvent une clé. Ensuite, dédramatiser et encourager l'utilisation d'outils. Lesquels, par exemple? Laisser les tables de multiplication affichées bien en vue. Autoriser la calculatrice, non pas pour tout faire à la place de l'enfant, mais pour vérifier un résultat ou pour se dégager l'esprit sur un problème complexe et se concentrer sur le raisonnement. Justement, la calculatrice. Certains parents pourraient craindre que ça empêche l'enfant d'apprendre à calculer pour de vrai. Qu'en disent les ours? Elle la présente plutôt comme un outil de compensation. Un peu comme des lunettes pour quelqu'un qui voit mal. Pour l'enfant dyscalculique, ça peut libérer de l'énergie mentale pour autre chose. Comprendre l'énoncé, choisir la bonne stratégie. Donc, ce n'est pas de la triche, c'est une aide technique. Voilà. Utilisée intelligemment, bien sûr.
Autre conseil important, valoriser chaque petit progrès. Ne pas comparer avec le frère, la sœur, le voisin. Se concentrer sur le parcours individuel de l'enfant. Exactement. Et puis, essayer de rendre les maths plus ludiques. Il y a plein de jeux de société basés sur les nombres, les jeux de cartes, faire la cuisine ensemble en mesurant les ingrédients. Intégrer les chiffres dans des activités sympas du quotidien. C'est ça. Pour montrer que ça peut être utile et même amusant, loin de la pression des notes. Et bien sûr, si ça coince vraiment malgré tout, ne pas hésiter à consulter un spécialiste. On voit que l'attitude des parents est cruciale. La patience, l'encouragement, ça aide à maintenir la confiance. Mais l'école reste le lieu où les difficultés sont les plus visibles et parfois les plus douloureuses. Quitte des enseignants, que peuvent-ils mettre en place ? Leur rôle est absolument clé, c'est sûr. Les sources évoquent plusieurs pistes d'aménagement pédagogique. Par exemple, donner plus de temps pour les contrôles. Le fameux tiers-temps. Oui, ou simplement adapter le temps nécessaire. Fractionner les consignes si elles sont longues ou complexes. Proposer des supports visuels, des schémas, des lignes numériques, des couleurs pour différencier les unités, les dizaines. Rendre les choses plus claires visuellement. Voilà. Autoriser aussi le matériel concret en classe ou la calculatrice pour certaines tâches. Et une chose importante, mettre l'accent sur la démarche, le raisonnement, plutôt que de sanctionner uniquement l'erreur de calcul finale. Valoriser l'effort de compréhension, même si le résultat n'est pas juste. C'est ça. L'idée, c'est de créer un climat de classe où l'erreur est permise, où on peut essayer sans avoir peur d'être jugé, et où chacun progresse à son rythme. Et bien sûr, la communication entre l'école et les parents est essentielle pour que tout le monde aille dans le même sens. D'accord. Et quand est-ce qu'il faut se dire, là, l'aide à la maison et les petits aménagements à l'école ne suffisent plus, il faut aller voir un pro. Quel est le signal ? Le signal, c'est quand les difficultés persistent vraiment, qu'elles sont intenses, et ce, malgré le soutien déjà mis en place. Si l'enfant est en souffrance, si l'anxiété devient trop forte. Si ça bloque vraiment son apprentissage ou son bien-être. Oui. Ou si l'écart se creuse trop par rapport aux autres enfants de son âge. Là, il est temps de consulter pour avoir un diagnostic précis. Faire un bilan. Et on consulte qui dans ce cas ? Vers quel professionnel les sources nous orientent ? Alors, principalement les orthophonistes ou logopèdes, ça dépend des régions, qui sont spécialisés dans les troubles du calcul, de la logique mathématique. Ou les orthopédagogues. D'accord. Un bilan neuropsychologique peut aussi être très utile. Il permet de bien comprendre comment fonctionne l'enfant sur le plan cognitif, de voir ses forces, ses faiblesses, et de bien distinguer la dyscalculie d'autres troubles éventuels. Pour avoir une vision globale. C'est ça. Et parfois, un suivi psychologique peut aider l'enfant à gérer son anxiété et à retrouver confiance en lui. On comprend bien l'intérêt d'agir tôt. Un diagnostic précoce, ça permet de mettre en place l'aide adéquate plus vite et d'éviter que les lacunes s'accumulent. Tout à fait. Et ça limite aussi l'impact négatif sur le parcours scolaire et sur l'image que l'enfant a de lui-même. Exactement. Moins de souffrance, plus de chances de développer des stratégies efficaces. C'est tout l'enjeu. Bon, si on devait résumer le message clé de tout ce qu'on vient de discuter. Je dirais que le message principal qui ressort, c'est que la dyscalculie, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est une façon différente de fonctionner face au nombre. Une particularité neurologique. Voilà. Et avec de la compréhension, de la patience et surtout des stratégies adaptées, que ce soit à la maison, à l'école ou avec des professionnels, eh bien les personnes dyscalculiques peuvent tout à fait apprendre à contourner leurs difficultés. Et à réussir. Et la réussir, oui. En utilisant leurs points forts parce qu'elles en ont. Restaurer la confiance, ça semble vraiment être le fil conducteur. Aider ses enfants, ses adultes, à voir qu'ils sont bien plus que leurs difficultés en maths. C'est fondamental. Alors, pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion en s'inspirant de nos lectures. Au-delà des aménagements qu'on peut faire pour chaque individu, comment est-ce que notre système éducatif, et même la société en général, pourrait évoluer ? Vaste question. Oui. Comment pourrait-on passer du simple fait d'accommoder la différence à une vraie valorisation de toutes ces manières différentes de penser, de traiter l'information, y compris l'information numérique ? Comment reconnaître la richesse de cette diversité cognitive ? C'est une excellente question. Ça demande de repenser peut-être notre obsession de la norme unique, surtout en maths, et de voir le potentiel unique en chacun. Vaste programme. Absolument. De quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.